façon dont un système vous connaît. Alors cet agent externe, ça peut être une entreprise, ça peut être une autre application, ça peut être ici, ce qu'on va plutôt regarder, une personne, un individu. Alors habituellement, ce n'est pas juste la représentation à l'intérieur du système, c'est aussi tout ce qui est mis en place pour s'assurer que ce système informatique reconnaisse cet agent externe. Alors ça représente l'authentification, c'est essentiellement ça qu'on met en place. Chaque fois que cet individu externe va rentrer en contact avec le système informatique, eh bien cet agent externe va être reconnu parce que des systèmes ont été mis en place. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que vous utilisez ça dans plein de use cases aujourd'hui. Alors des use cases actuels et des use cases qui vont de plus en plus se développer. Donc dans quel use case utilise-t-on l'identité numérique? Alors j'en ai listé quelques-uns, il y en a certainement d'autres de votre vie de tous les jours, donc à nouveau n'hésitez pas. Le premier use case très classique en mode dans des activités des trésoriers d'entreprise, essentiellement ceux qui ont automatisé leurs relations bancaires, donc beaucoup d'entre nous, c'est évidemment la signature de transaction, donc celle dans laquelle le trésorier, le signataire va signer une transaction digitale pour l'approuver et l'envoyer pour exécution à la banque, de façon à ce que sa banque puisse vérifier que cette personne a bien accepté la transaction. Alors, d'autres use cases, l'authentification, clairement. Donc, chaque fois que vous entrez en contact avec un système, ce système veut s'assurer que vous êtes bien qui il pense que vous êtes. Très simple. Et les trois derniers use cases sont plutôt des use cases peut-être plus futuristes, mais en tout cas plus liés à la digitalisation des flux avec l'entreprise. Donc on peut parler de l'enrôlement. Donc vous pouvez rêver au fait qu'effectivement, à un moment donné, vous seriez capable de donner vos informations personnelles à votre banque, dans le cadre du KYC par exemple. Si vous avez une identité numérique pour signer ces documents, ça pourrait faciliter évidemment l'échange de ces documents avec votre banque. Les relations d'open banking, on voit aussi qu'effectivement à ce niveau-là, on a une montée en puissance, une importance de plus en plus accrue pour l'identité numérique. Pourquoi? Parce que dans les scénarios d'open banking, ce qui se passe, c'est qu'il y a un intermédiaire supplémentaire qui apparaît entre celui qui passe l'ordre et celui qui exécute l'ordre, qui est un intermédiaire plutôt technique, donc le fournisseur de services de paiement, traduction en français direct, le fournisseur de services de paiement. Et ce qui est important pour la banque, c'est de s'assurer de deux identités dans ce cas-ci, celle du fournisseur de services de paiement et celle du détenteur de compte qui utilise ce fournisseur de services de paiement pour transmettre des ordres. Et enfin, plutôt dans le côté PSD2, dans le côté AISP, AISP, donc gestion d'informations de compte, il y a tout le lien de consent management. Donc, si vous voulez pouvoir donner de manière digitale votre accord à une partie tiers pour utiliser vos comptes, il faut que vous puissiez vous identifier. Donc, l'identité numérique, elle est partout déjà aujourd'hui, et elle sera encore plus partout demain. Donc, elle est déjà dans vos activités. Je pense que dans des activités non nécessairement liées à la trésorerie, vous la rencontrerez de plus en plus aussi. Dans la digitalisation des flux, digitalisation des documents, les offres publiques, les appels d'offres, tous ces processus qui ont tendance à devenir de plus en plus efficaces parce qu'ils sont digitalisés, vont avoir besoin d'identité numérique. Alors, chez Swift, on a mis en place, depuis 2010, donc depuis 9 ans, un système qui fournit une identité numérique qui est interopérable entre les systèmes. Donc, la base de l'identité numérique, c'est la façon dont un système vous reconnaît. Le problème, si vous prenez cette définition-là, ça veut dire que vous avez autant d'identités que vous avez de systèmes avec lesquels vous interagissez. Donc chez Swift, on a développé la solution 3SKey de façon à permettre aux trésoriers et à leurs banques d'avoir une identité numérique qui soit interopérable. C'est un système qui a été développé en gardant quelques lignes d'équilibre assez fines. Donc en particulier, c'est un système qui fonctionne en mode fermé. Donc c'est un système qui fonctionne en mode contractuel avec vos banques. Donc chaque banque va devoir dire à l'entreprise « j'accepte l'identité qui est fournie par ce système ». Chaque banque va devoir également effectuer les opérations de KYC. Donc c'est un système qui sépare l'enregistrement, l'enrôlement de l'utilisateur et
et les activités d'émission de certificats. Donc vous recevez une identité qui est, moi je préfère l'appeler pseudonyme, mais il y a certains qui disent que c'est une identité anonyme. En fait elle est pseudonyme, vous recevez un pseudonyme qui ne veut rien dire, et chaque banque va associer votre identité réelle à ce pseudonyme. Elle est multicanaux, elle est multibanque, donc ça c'est le côté interopérable, et surtout elle est définie dans le contexte d'une entreprise. L'identité que vous recevez là, vous ne pouvez pas la réutiliser dans votre vie personnelle, vous ne pouvez pas la passer d'une entreprise à l'autre. Cette identité, elle est vraiment liée à l'entreprise dans laquelle vous vous trouvez. Donc, on a développé ce système, il est là, et ce qui est très très intéressant, c'est que au-delà de l'aspect technique, donc quand je parle de 3SKey, habituellement les gens voient un petit token. Maintenant il est vraiment tout petit, mais bon, les gens voient quand même un petit token, et il s'arrête là. En fait, derrière le petit token, il y a un ensemble de fonctionnalités qui permettent en fait aux banques et aux entreprises de construire cette identité numérique partagée. Et quand je parlais de balance à obtenir, vous vous rendez compte qu'il y a des choses que la solution a choisi de faire. Donc on émet des certificats, on s'assure que les gens puissent s'authentifier, on s'assure que l'identité pseudonyme que nous émettons soit unique, mais par contre, on n'effectue pas l'enregistrement, on ne vérifie pas les signatures à la place des banques, on n'est pas dans le flux transactionnel. Donc il y a vraiment des choix qui ont été pris. Et ces choix, ce sont des points ouverts dans la solution qui doivent être comblés par les banques, par les vendeurs d'applications, donc par les éditeurs de logiciels et par les entreprises. Et la beauté du système, moi, 9 ans après, ce que je vois, c'est plus un petit token. Ce que je vois, c'est plus un petit token avec quelques blocs fonctionnels fournis par Swift. C'est un écosystème, un véritable écosystème avec 70 000 utilisateurs aujourd'hui, 22 000 entreprises connectées, 46 banques qui acceptent la solution et plus de 60 vendeurs qui ont en fait accepté de dire, dans ce système avec des trous à combler, pour qu'il soit complètement fonctionnel, on accepte de jouer le jeu, on vient combler les trous, et ça fournit la valeur. Alors ça, c'est une autre vue de l'écosystème. Enfin, ce que cette vue représente tout simplement, c'est le fait qu'on n'est pas sur des vendeurs qui font tous la même chose, on n'est pas sur des corporates qui ont toutes la même taille, qui ont toutes implémenté la solution de la même façon, sur des banques qui ont fourni les mêmes use cases à tous leurs utilisateurs. On est vraiment sur une solution ouverte, et des use cases différents ont été développés. Bon, alors on pourrait s'arrêter là, mais cette solution, elle date de 2010, et en fait, le monde a beaucoup évolué depuis 2010. Donc, en termes de gestion d'identité, on a aujourd'hui quelques grandes tendances qui se sont développées, en particulier... alors je vais essayer de les prendre un peu dans l'ordre. En termes de, on va commencer par la régulation, donc tous les aspects réglementaires. Alors en Europe, il y a clairement eu probablement l'élément le plus important, je pense que c'est EIDAS, le développement de la norme EIDAS, donc, qui à la base promeut l'utilisation et la réutilisation des identités digitales à travers les États membres. Donc c'est vraiment le premier objectif, c'est obliger en fait les États membres à accepter les identités digitales des citoyens à travers toute l'Union européenne, mais qui, pour faire ça, a également mis en place des règles d'acceptation de la signature électronique. Donc des règles qui donnent en fait à la signature électronique la même valeur qu'une signature manuelle. Ça change assez fortement le paysage de la signature électronique et de l'identité digitale. Un deuxième élément, je pense, au niveau réglementaire qui est très intéressant et probablement moins connu, c'est tout ce qui est remote KYC. Donc jusqu'il y a 1 an et demi, 2 ans, les régulateurs étaient un peu sceptiques par rapport au remote KYC. Donc remote KYC, c'est quoi? C'est l'idée de pouvoir faire le KYC sans avoir la personne en face à face. Donc vous pouvez faire le KYC avec de la vidéo, en combinant ça avec des données biométriques. Si vous avez une carte d'identité digitale électronique, vous pouvez vous baser sur cette carte d'identité électronique pour faire un KYC à distance. En Belgique, on a la solution It's Me, qu'on connaît bien par exemple, qui fait ça. Donc vous avez votre carte d'identité électronique, vous faites un login avec votre carte d'identité électronique et vous recevez une nouvelle identité avec un KYC face à face, mais à distance si vous voulez.
Et donc en remote KYC, les régulateurs étaient un peu prudents, et il y a eu une note en fait de l'association des régulateurs européens qui invite les différents régulateurs à accepter, et au moins en tout cas à faire une analyse de risque et être plus ouverts par rapport à ces méthodes. Donc ces méthodes peuvent changer complètement le champ de la digitalisation. En termes d'innovation, là je vous apprends rien, il y a énormément d'innovation en termes de biométrie. On a des choses comme le geofencing, donc l'idée que le nombre de facteurs que vous devez prouver utiliser pour prouver votre identité peut dépendre du contexte dans lequel vous utilisez votre identité. Donc si vous êtes chez vous sur le Wi-Fi, vous êtes toujours connecté pour travailler, peut-être qu'un facteur est suffisant. Si tout d'un coup vous apparaissez au Pérou et vous n'allez jamais au Pérou, on va vous demander peut-être plus de facteurs pour prouver votre identité. La blockchain a également un peu secoué le monde de la gestion d'identité. Donc qui connaît l'identité, je vais devoir le dire en anglais, je ne connais pas le mot en français, la self-sovereign identity. Donc l'idée de la self-sovereign identity, c'est que vous puissiez vous-même créer votre identité dans un système. Donc la méthode classique, c'est que vous avez une autorité centrale de confiance qui dit qui vous êtes et vous donne une identité. Culturellement, c'est l'État qui fait ça pour vous. Donc vous allez chez nous, on va à la commune et on reçoit une carte d'identité qui prouve qui on est. Dans le self-sovereign identity, c'est l'idée de la blockchain. Donc on fait plus confiance à une autorité centrale, mais on va pouvoir créer sa propre identité. Et cette identité va être stockée sur une blockchain et enrichie en fait par d'autres acteurs de confiance qui vont simplement dire ah oui, effectivement cette personne est bien qui elle dit être, la preuve, je suis la bibliothèque du coin et j'ai vérifié sa carte d'identité, ou j'ai vérifié que cette personne est passée par ici. Et donc c'est ce faisceau de preuves qui va venir s'ajouter dans la blockchain qui va renforcer votre identité. Alors est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, j'ai envie de dire peu importe. Le concept est là, il est en train de se développer, et l'idée d'avoir cette identité sur laquelle on a des attributs qui viennent s'ajouter et qui sont créés par des parties tierces est assez intéressante, et pourquoi pas pourrait nous amener à réfléchir à une autre façon de gérer l'identité dans le monde financier. Open banking, on y a déjà touché, on a touché quelques mots déjà. Et finalement, les deux autres éléments qui sont plutôt des éléments liés à l'utilisateur, donc la consolidation des identités. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas en ligne, j'utilise de moins en moins d'identités numériques. J'ai tendance à toujours utiliser, si je peux me loguer avec mon compte Google, je clique sur me loguer avec mon compte Google. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus également dans le monde des entreprises. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà dans le monde d'entreprise aujourd'hui, les SSO entre différents services cloud que vous utilisez? Est-ce que vous fédérez votre propre identité locale vers l'extérieur? Oui. Donc voilà, ça c'est une tendance, je pense que c'est une tendance de fond, elle va se renforcer encore et encore. Et l'attente des clients également. Alors l'attente du client, surtout l'attente de l'utilisateur par rapport aux méthodes d'authentification. Donc on a, moi, ce que j'appelle la contagion de la vie personnelle vers la vie professionnelle. Donc on a l'habitude d'avoir des systèmes extrêmement simples à utiliser dans la vie personnelle. On fait tout pour que vous puissiez louer une trottinette en 5 minutes sur la rue. Par contre, on fait tout pour que ça prenne 45 minutes pour pouvoir se loguer sur un laptop au travail. Donc il y a vraiment une attente de la part des utilisateurs et des employés. Je pense à ce que ce parcours utilisateur qu'ils connaissent dans leur vie de tous les jours se retrouve reporté dans leur vie professionnelle et devienne plus simple. Donc avec tout ça, on a donc réfléchi à cette solution qui a 9 ans et qui est, voilà, elle a 9 ans, elle est basée sur des technologies qui étaient tout à fait à jour il y a 9 ans, qui sont extrêmement sécurisées, mais qui aujourd'hui posent certains problèmes. Donc en particulier, le petit token pose certains problèmes aujourd'hui dans des scénarios où les trésoriers doivent approuver des transactions à distance, sans être sur des postes de travail qui n'ont plus nécessairement de port USB. Certains vendeurs nous disent c'est compliqué d'intégrer votre solution avec des drivers machin chose. Nous on veut des API parce qu'aujourd'hui tout passe par des API. Et ce qu'on est en train d'explorer, c'est une solution basée sur de la signature à distance. Donc c'est pas, je ne suis pas en train de vous montrer la superbe, brillante invention de Swift. En fait, il suffit de prendre la directive européenne EIDAS et de la lire, et cette architecture y est décrite plus ou moins telle qu'elle.
Donc quelle est l'idée? L'idée c'est d'avoir, au lieu d'avoir votre secret, donc votre clé privée stockée dans un petit token que vous gardez tout le temps avec vous, cette clé privée, ce secret qui prouve votre identité, vous le donnez à un fournisseur de services tiers qui va le stocker de manière très sécurisée dans le cloud, dans un crypto-module. Alors ça fait un peu Superman, crypto-module, mais donc il va le stocker dans un crypto-module et va permettre à des parties tiers de créer des signatures en votre nom via une API. Donc les parties tiers vont appeler une API en disant je veux créer une signature au nom de Yves Bontemps, et afin d'utiliser ma signature, le provider va devoir se retourner vers moi pour me demander tiens, est-ce que vous êtes d'accord de créer une signature pour ces informations. Et en fait, cet accord est donné via, ça pourrait être plusieurs méthodes, mais typiquement via un mobile qui possède une zone sécurisée. Donc on retourne sur une zone sécurisée, mais à l'intérieur du mobile, et ça permet d'éviter toute interaction avec un dispositif physique de type token. Voilà, donc ça c'est quelque chose que nous sommes en train de regarder pour l'évolution de notre solution. À court terme, qu'est-ce que ça permet? Ça permettrait de circonvenir au problème de token physique qui ne fonctionnent plus dans les environnements d'entreprise. À plus long terme, je pense qu'il y a un autre intérêt qui est de définir à l'intérieur de la plateforme une notion d'utilisateur avec une identité. Donc si on en revient à la définition du début, l'identité numérique, c'est la façon dont un système vous connaît, plus un ensemble d'attributs qu'on peut y associer. Et si soudain le système vous connaît, j'ai un pointeur dans un système sur lequel je peux venir définir des attributs, qu'est-ce qui nous empêche demain de dire à ce pointeur on peut attacher d'autres informations? Quel genre d'informations? Peut-être des informations de KYC, peut-être des informations de gestion des pouvoirs. Toutes ces informations sont là parce que soudain vous êtes connu par un système. Alors le système est centralisé. Logiquement, il n'y a pas de raison que le système soit centralisé d'un point de vue de développement. Donc ça, c'est un peu la façon dont on voit l'écosystème évoluer. Donc il y a quelques impacts sur l'écosystème. Donc effectivement, pour Swift, il y a un petit impact. Et puis vous voyez que ça impacte les utilisateurs, les éditeurs d'applications et les banques qui aujourd'hui distribuent les tokens. Évidemment, enfin, tous ceux qui ont implémenté tous ces points laissés ouverts afin de faire fonctionner le système, mais vont devoir modifier leur implémentation et participer à cette implémentation. Donc ce qu'on fait pour permettre la discussion et s'assurer qu'on aille dans la bonne direction, c'est qu'on va démarrer un groupe de travail avec Swift, avec les utilisateurs actuels de la solution 3SKey. L'idée, c'est de venir en trio, j'ai envie de dire, avec un éditeur de logiciel, un éditeur de logiciel, une entreprise et une banque, ensemble, de préférence des banques qui distribuent, donc qui couvrent autant que possible les points orange ici, donc les gens qui évidemment vont être impactés par l'évolution de la solution, afin de fournir des exigences, afin de valider nos hypothèses, nos contraintes, et de s'assurer que la solution puisse fonctionner et pas de nous laisser travailler dans notre coin et au bout du compte d'arriver à quelque chose qui ne correspondrait pas à votre environnement. Voilà, donc c'est cela qu'on fait aujourd'hui. Donc on va faire évoluer cette solution qui a 9 ans en utilisant cette architecture. On met en place ce groupe de travail. Donc n'hésitez pas à me contacter ou contacter Brice Alignon qui travaille pour l'instant pour nous pour mettre en place ce groupe de travail. Ce qui nous intéresse, c'est d'entendre vos contextes d'utilisation, votre feedback sur la solution actuelle, sur la façon dont la solution future pourrait fonctionner. Vos questions, mais déjà maintenant, vos listes au Père Noël. C'est toujours chouette d'avoir des longues listes au Père Noël dans lesquelles on peut après dire V2, 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 V3, V5, jamais. Mais c'est toujours bien d'avoir des listes au Père Noël parce qu'au moins on sait à quoi vous pensez. Toutes les histoires que vous avez aujourd'hui en termes de gestion d'identité, que ce soit en utilisant la solution Swift ou en utilisant d'autres solutions, moi j'adore les horror stories, ce sont vraiment les histoires les plus horribles possibles dans la façon dont vous utilisez ça. Donc les histoires qui impliquent des PDG qui donnent leur token avec leur mot de passe à leur secrétaire pendant qu'ils sont skier pendant 2 semaines, tout ça j'adore. C'est parce que ça détruit toutes les hypothèses qu'on fait sur les chaînes de sécurité, de confiance autour de l'identité numérique. Donc tout ça, c'est le genre de choses qu'on aimerait échanger avec vous. Voilà.
J'en ai fini ici. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, déjà des histoires horribles à partager? Peut-être pas à partager ici avec tout le monde. En plus, on a encore 10 minutes, donc on est vraiment à l'aise. Non, la compatibilité avec la PSD2 est maintenant assurée à condition que toutes les parties du contrat soient respectées. Et si vous passez votre token à votre secrétaire, clairement, vous ne respectez pas la partie du contrat. Ce serait vrai même si vous aviez une identité certifiée avec votre nom d'une identité. Vous avez juste délégué de manière pas du tout correcte votre signature. On avait plutôt parlé des problématiques de distribution du token, où là également on a validé avec une chambre externe. On a le dernier rapport qui doit arriver, mais clairement on est dans le cadre de l'esprit de PSD2. Oui. Pour le token, avec les banques mobiles, donc si c'est purement mobile, purement iPad, le token ne peut pas fonctionner. Voilà. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça aussi qu'on veut faire évoluer la solution vers une solution API, parce que là on fonctionne en mode multi-device. Et en particulier, la solution pourrait être appelable à partir d'applications mobiles. Ça devient une nécessité, vraiment. Oui. Je pense que c'est très culturel. Donc il y a clairement des régions du monde dans lesquelles l'identité n'est pas donnée par l'État. Et donc il y aurait une résistance très forte à avoir une autorité officielle qui rentre dans ce processus. Il y a des endroits où c'est totalement accepté, ça fait partie du rituel, et ça ne pose pas réellement de problème. Donc c'est un des arguments qui est souvent mis en avant contre les self-sovereign identity, qui est que en fait, ce type de système fonctionnerait très bien dans des endroits où il n'y a aucune confiance sur une autorité centrale. Parce que cette autorité centrale n'est pas... soit est inexistante, soit est incapable d'effectuer ces fonctions-là. Dans des endroits où ça fonctionne bien, je dirais qu'il faudrait peut-être plus d'identité par l'autorité centrale, mais plus d'identité numérique, digitale, qui soit réutilisable dans des contextes et qui permettent d'accélérer les flux de digitalisation. Si on reprend l'exemple de It's Me, vraiment l'exemple de It's Me, c'est basé sur le fait qu'à la base, il y a une carte d'identité électronique qui est donnée par l'État et qui permet ensuite de rentrer dans dans des flux digitaux, dans des flux numériques, dans lesquels vous utilisez plutôt des appareils mobiles et plus flexibles.